à Gand et, comme tous les vendredis, nous aurons droit au coup de cœur d'un des piliers de l'émission, en l'occurrence Alain Sirou, l'ami Alain, l'homme des sciences, qui nous parlera des droits de l'animal. Pour le moment, nous prenons donc la direction de Gand. Je voudrais vous parler cet après-midi d'une œuvre d'art si fabuleuse que je défie quiconque d'y demeurer indifférent. Je vais vous la décrire dans un instant, mais avant, je dois vous signaler que ce chef-d'œuvre de toute beauté a vécu de surcroît une histoire très mouvementée, plus dangereuse que celle de bien des personnages dits historiques. Cette œuvre d'art, c'est le grand retable de la cathédrale de Gand, en Belgique. Vous savez ce que c'est qu'un retable? Vous avez à l'esprit ces riches cloisons de bois doré qui surmontaient autrefois le maître-autel des églises, avec des volets qu'on ouvre ou qu'on referme en fonction de la liturgie. Eh bien, imaginez un imposant ensemble en chêne qui mesure 3,50 m sur plus de 2 mètres quand il est fermé, 4,60 m lorsque se déploient ses ailes, si je puis dire, lorsqu'on l'ouvre, et un retable qui se compose de 12 panneaux. On appelle cela un polyptyque. Le retable est exposé dans une chapelle spéciale derrière une vitre blindée et souvent au milieu d'une foule d'admirateurs faisant abstraction. De nos jours, ce retable reste ouvert, mais naturellement ce n'était pas le cas autrefois. Quand il est fermé, ce sont les teintes neutres qui dominent, comme si l'œuvre était éteinte. On voit l'Annonciation en haut et en bas des portraits des donateurs entourant des statues d'albâtre en trompe-l'œil, Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste. Jusque-là, c'est très beau, mais ça ne justifierait pas vraiment le voyage à soi tout seul. La vraie merveille est à l'intérieur. Alors là, quand on ouvre le retable, c'est le choc. Une fulgurante symphonie de couleurs, de lumière, une richesse, une beauté, une sérénité à couper le souffle. Dans le registre supérieur, vous avez au centre Dieu le Père en majesté, dans un manteau rouge vif constellé de joyaux, de pierreries, qui donne vraiment le sentiment d'étinceler. Il est entouré de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste, admirablement peint avec un luxe de détails sans précédent. On peut lire sur les Bibles que tiennent les personnages. Eux-mêmes sont encadrés par des anges chanteurs et musiciens d'une finesse, d'une précision étonnante. Les panneaux chantent littéralement, et puis, sur le bord, 2 grands portraits d'Adam et d'Ève, dans le plus simple appareil évidemment, qui sont les premiers grands nus de la peinture flamande. Quant au registre inférieur, comment vous le décrire? Le panneau central, si célèbre, figure l'adoration de l'agneau mystique, symbole du sacrifice du Christ. Imaginez une prairie constellée de petites fleurs, panorama d'amour sublime couronné par la Jérusalem céleste où s'élèvent les clochers de Mayence, Cologne, Utrecht, Bruges, tout cela baigné dans une lumière irréelle d'aurore inondée de soleil, l'agneau au centre, les foules d'apôtres, de prophètes, de patriarches, de disciples, de saintes femmes, de martyrs prosternés tout autour, et sous l'autel, l'eau vive, plus vraie que nature, qui jaillit sur un lit de rubis, de perles et de diamants. Il faudrait encore vous parler des panneaux latéraux, mais le mieux est de vous renvoyer aux reproductions. Vous avez sans doute Internet pas très loin de la main, je vous connais maintenant. Il faut aller surtout voir l'original dès que vous en aurez l'opportunité. N'importe qui, même néophyte, sentirait qu'à l'évidence, l'auteur de cette perfection est un génie. Or, en fait, un certain mystère subsiste quant à la paternité de l'œuvre. En effet, une inscription figurant sur l'encadrement déclare « Le peintre Hubert van Eyck, auquel personne n'est réputé supérieur, a commencé. Jan, qui lui est inférieur dans le domaine de l'art, a terminé le grand travail. Judocus Vit l'a payé. Par ce vers, le 6e jour de mai vous invite à venir contempler l'œuvre. » Et c'est daté 1432. Alors, cette inscription est-elle authentique? Et si oui, qui est donc ce fameux Hubert, un frère méconnu du grand Jan van Eyck? Les meilleurs experts eux-mêmes continuent de disputer la question. Une chose est certaine, c'est que le maître des primitifs flamands est pour beaucoup dans ce miracle de l'art, et cela suffit pour que je vous dise que ce peintre n'était évidemment pas n'importe qui. Nous avions il y a quelque temps consacré une émission à Jan van Eyck, rappelez-vous, ce peintre si important, si réputé que certains ont été jusqu'à qualifier le XVe siècle de Van Eyck. Il faut préciser que nous sommes au premier tiers du XVe, à ce moment précis où, à la suite de l'assassinat de son père, le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, installe sa capitale en Flandre de l'Ouest, à Bruges. Bruges qui était déjà une puissante place commerciale et qui se dote alors
d'une sorte de vernis culturel qui en fait pour le Nord ce que Florence est au sud d'une certaine manière. Bruges va devenir la Florence du Nord. Naturellement, cet âge d'or n'est pas sans effet sur la cité voisine de Gand. De toute façon, Van Eyck lui-même est désormais brugeois. Il vit à la cour des ducs de Bourgogne. Or, voilà un homme qui va complètement révolutionner la peinture. D'abord, c'est un savant qui possède des connaissances immenses en botanique, en anatomie, en archéologie. Ensuite, c'est un penseur, à la fois théologien et philosophe. De surcroît, c'est un habile politique qui mène un certain nombre de missions de confiance jusqu'au Portugal pour le compte de son souverain. Enfin et surtout, c'est cet artiste incomparable dont la technique est si parfaite qu'elle va persister à plus d'un demi-millénaire d'écart à fasciner les foules. Je ne vais pas vous assommer avec de l'histoire de l'art, mais sachez quand même que Van Eyck fait partie de ces hommes après le passage de qui plus rien n'est comme avant. Il a mis fin à ce qu'on appelle le style gothique international, c'est une appellation très postérieure évidemment, pour imposer une vision plus réaliste du monde. Chez lui, l'ombre et la lumière sont comme dans le monde qui nous entoure. Les pierres, les plantes, les bêtes sont précisément figurées. On a identifié plus de 30 variétés de fleurs, par exemple, au pied de l'agneau mystique. Van Eyck introduit aussi en Flandre la perspective dite atmosphérique, qui consiste à estomper les lointains, comme dans la vie. Et puis, ce qui est plus important, il a complètement révolutionné la technique chromatique, ce qui lui a permis de créer ces tableaux d'une fraîcheur, d'une netteté, d'une luminosité, d'un coloris tellement intense, sans commune mesure avec ce que l'on avait pu voir avant lui. On a dit que Van Eyck avait inventé la peinture à l'huile, c'est un petit peu exagéré, mais il est exact qu'il en a amélioré la technique en utilisant une substance nouvelle qui était probablement l'essence de térébenthine. Pour autant qu'on le sache, certains ne sont pas d'accord avec cela. Voilà comment Van Eyck procède. Il recouvre le panneau de chêne d'un enduit blanc très lisse sur lequel il trace son dessin, puis il étale une substance protectrice avant d'appliquer finement de nombreuses couches d'un glacis très coloré. C'est ce glacis qui donne son merveilleux éclat au tableau. Alors aujourd'hui, nous sommes encore sous le charme de ces verts, de ces rouges très puissants, très purs, mais imaginez l'effet produit sur des spectateurs du XVe siècle qui voyaient rarement des images et qui bien sûr n'en voyaient jamais d'aussi magnifiques. Écoutez la longue clameur d'admiration qui accompagne le dévoilement du chef-d'œuvre. Eh bien, ce chef-d'œuvre, il va vivre la plus incroyable des tribulations et ça va durer pendant des siècles. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors Franck, vous nous racontez l'histoire de ce tableau, l'agneau mystique de Gand. J'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que ce tableau a été admiré dès sa présentation, dès le début ? Oui, nous avons des preuves de l'admiration universelle pour ce tableau. On raconte qu'au siècle suivant, lors de son passage à Gand, l'illustre Dürer, Albrecht Dürer lui-même, est resté une demi-journée bouche bée à contempler le retable. Et puis sans dire un mot, il s'est approché, il a baisé le cadre et est ressorti les yeux pleins de larmes. Eh bien, ce grand chef-d'œuvre, un des tout premiers de la peinture occidentale, va vivre, vous disais-je, d'incroyables tribulations. La visite de Dürer, c'est 1521. Jusque-là, le retable ne connaît pas d'histoire particulière. On vient le contempler, parfois de fort loin, dans sa plénitude, dans son intégrité. En gros, tout va bien jusqu'en 1566. Et là, début des avaries. Vous savez qu'une grande partie de l'Europe vers le nord, et notamment les Flandres, sont secouées à cette époque par des guerres de religion très sanglantes, entre catholiques et protestants bien entendu. Ces derniers contestent la somptuosité des ornements de l'Église. Ils vont jusqu'à alimenter des flambées iconoclastes, c'est-à-dire des mouvements de foule désireux de supprimer les représentations picturales de la divinité. On fait irruption dans les églises, on casse les statues, on lacère les toiles, on brûle les tableaux. C'est une véritable hécatombe pour l'art flamand, à l'époque donc déjà si brillant. Eh bien, le 21 août 1566, à Gand, la foule fait irruption dans la cathédrale Saint-Bavent. On a réussi quand même à protéger le polyptyque, on l'a caché dans la tour de l'église et de là, on va le transférer jusqu'à l'hôtel de ville où le bourgmestre veillera sur lui. Ce n'est qu'en 1584, la cité étant devenue catholique, que les échevins rendront solennellement le retable au chapitre de la cathédrale. Alors, les choses rentrent dans l'ordre. Le seul affront que subissent le retable au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est la désaffection d'un public dont les goûts ont changé.
le style de Van Eyck n'est plus à la mode et son chef-d'œuvre n'est pas encore assez ancien pour susciter la révérence. Bon, c'est vrai qu'au fin XVIIe, on n'a plus beaucoup d'admiration pour ce genre d'œuvre. Tout de même, à la fin du XVIIIe, au moment où les Flandres sont autrichiennes, l'empereur Joseph II va venir admirer le retable, sauf qu'il est choqué par la nudité d'Adam et d'Ève. On est là en 1781. Il va faire remplacer Adam et Ève par des figures plus habillées, et les originaux, que deviennent-ils, me direz-vous ? Eh bien, ils s'en vont moisir dans les archives de la cathédrale, et de là, ils seront transférés à Bruxelles. On va y venir. Alors, jusque-là, rien de bien grave. Attendez, les choses vont commencer, car 13 ans plus tard, 13 ans après la visite de l'empereur, en 1794, à la faveur des victoires révolutionnaires, les troupes françaises de la toute nouvelle République font irruption sous les cieux chargés de Flandre. On entre dans la ville, on réquisitionne les œuvres d'art et notamment, on envoie les 4 panneaux centraux, la partie sans les volets, à Paris, pour enrichir les collections du Muséum central, le Louvre, qui déjà avait une forte tendance à accaparer tout ce qui passait à proximité, vous savez. Les Parisiens vont admirer, évidemment, le polyptyque. Ça va durer pendant 22 ans. Et puis, un de ces hasards dont l'histoire a le secret, vous connaissez l'affaire des 100 jours, le retour de Napoléon de l'île d'Elbe. Louis XVIII, à ce moment-là, va se réfugier à Gand. Et quand Louis XVIII, après Waterloo, revient à Paris, eh bien, en remerciement à la ville de Gand pour son bon accueil, il va lui restituer les panneaux confisqués. Et voilà notre polyptyque reconstitué, puisqu'il n'y avait que 4 panneaux qui étaient partis à Paris. Reconstitué en théorie, parce que dans la pratique, personne sur place ne prend la peine d'aller rechercher dans les archives les panneaux latéraux. Or, dans la foulée, le grand vicaire de la cathédrale, pendant une absence de l'évêque, accepte de vendre ces fameux panneaux latéraux à un marchand d'art de Bruxelles. Restent donc seulement dans les archives les figures originales d'Adam et d'Ève, les figures nues dont ne voulait pas Joseph II. Les panneaux font un petit tour en Angleterre et puis bien vite ils sont achetés par le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, dont le fils, le futur empereur Guillaume Ier, s'est mis en tête de créer un grand musée à Berlin, le futur Kaiser Friedrich Museum. Il va falloir attendre 1861 et la naissance d'un sentiment nouveau en Europe. Vous savez, c'est le moment où on s'intéresse au patrimoine et où on a envie effectivement de revenir sur l'art médiéval, etc. Il va falloir attendre donc 1861 pour que l'État belge, parce qu'entre-temps, en 1830, la Belgique est devenue un royaume indépendant, pour que la Belgique, donc, pour que l'État ait l'idée d'acheter au conseil de l'Église les 2 panneaux restants d'Adam et Ève. Les originaux iront au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, tandis que des copies sont envoyées à Gand. À la fin du XIXe siècle, le polyptyque se retrouve complètement dispersé. Vous avez le panneau central du bas, celui de l'agneau, qui se trouve toujours à la cathédrale de Gand, les 3 panneaux centraux du registre supérieur qui sont maintenant au musée d'Anvers, les 2 panneaux d'Adam et Ève qui donc sont à Bruxelles. Quant aux 6 panneaux qui constituent les volets, il faut carrément aller à Berlin pour les voir. Alors vous allez me dire, mais c'est un véritable gâchis. Mais attendez, le pire est à venir. En 1914, quand éclate la guerre, les Belges ont évidemment peur pour leurs œuvres d'art. De fait, ce n'est pas sans raison, puisque les Allemands vont détruire par exemple la sublime bibliothèque de Louvain. On les verra piller à Malines des œuvres d'art considérables, etc. C'est dans ce contexte d'urgence qu'entre en scène un personnage assez étonnant, c'est le chanoine de Saint-Bavon, c'est le chanoine Van der Gheyn. Ah, c'est un homme assez étonnant, lui, c'est un grand connaisseur d'art, un érudit véritablement, un archéologue aussi à ses heures, un homme plein d'entre-gens, plein de finesse, assez intéressant. Alors, comme souvent dans ces moments-là, l'inertie des autorités est très grande, on s'approche pourtant de la guerre à grands pas. En l'occurrence, ni l'évêque, ni le maire de Gand ne lèvent le petit doigt pour protéger l'agneau mystique. Enfin, pour protéger ceux qui restent sur place, ceux qui restent en Flandre de l'anneau mystique, à savoir 4 panneaux originaux. Le chanoine prévient le ministère des Beaux-Arts et un jour, pendant la fermeture de l'heure du déjeuner, on enlève les panneaux qui sont envoyés à la maison diocésaine, installés dans 4 caisses de bois, des caisses bien fermées, qu'on va charger sur une charrette, la fameuse affaire de la charrette de Gand. C'est la charrette d'un marchand de ferraille en vérité, qui permet de faire sortir incognito
les chefs-d'œuvre. Et puis, pour tromper l'occupant allemand qui chaque jour se rapproche de Gand, on va établir toutes sortes de faux documents qui témoignent de l'expédition officielle des panneaux à l'étranger pour un prêt, en Grande-Bretagne en l'occurrence. Vous imaginez, quand les Allemands arrivent, ils se précipitent à la cathédrale pour voir l'agneau mystique. On leur signale que tout ça est parti de façon la plus légale qui soit en Angleterre. Ça les fait bien rire. Confier de telles merveilles aux Anglais, mais jamais ils ne vous les rendront, disent-ils. En fait, bien sûr que les panneaux sont à l'abri, ils ne sont pas du tout en Angleterre. Néanmoins, les Allemands vont finir par se douter de la chose, ils vont mener des enquêtes approfondies, et en octobre 1915, un courrier très officiel et même comminatoire est adressé à l'évêque de Gand pour lui ordonner de livrer la cachette des tableaux. Le prélat a beau jeu d'affirmer qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'ont bien pu devenir les tableaux en question, et ce qui est vrai, puisqu'on a bien pris soin de ne pas prévenir l'archevêque de ce qu'on avait fait des tableaux. Nouvelle tentative de l'occupant en mai 17, et n'oubliez pas ce musée de Berlin qui attend de reconstituer l'ensemble du polyptyque, en quelque sorte. Nouvel échec pour les Allemands. Cela dit, la généralisation des réquisitions de demeures privées fait courir de grands risques aux panneaux du retable, et en février 18, dans un convoi encore plus rocambolesque que la première fois dans la charrette, là, le brave chanoine Van der Gehen est obligé de transférer de nouveau les précieuses caisses vers une maison moins exposée à d'éventuelles réquisitions. Elles n'en ressortiront, et je précise bien qu'elles n'en ressortiront indemnes, mais elles n'en ressortiront qu'en novembre 1918. Ouf, cette fois vous vous dites, le retable est à l'abri. Oh là 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 non, le pire est encore à venir. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. C'est une histoire de tableau que vous nous racontez cet après-midi, Franck Ferrand, jusqu'à 15h. Le tableau le plus convoité du monde. Une histoire rocambolesque, pleine de rebondissements. Et ça ne va pas s'arrêter là, Franck, concernant l'agneau mystique de Gand. Oui, ce qu'il faut que je précise, c'est que le traité de Versailles va prévoir dans son article 247 la restitution par l'Allemagne vaincue à la Belgique des 6 panneaux qui se trouvaient jusqu'alors au musée de Berlin, vous savez. Et ça, pour la Belgique, c'est une grande victoire, c'est la fête. Imaginez le retable enfin reconstitué qui est exposé 6 semaines d'affilée au musée royal de Bruxelles. La salle ne désemplit pas. Seulement, l'humiliation pour les conservateurs du musée de l'empereur Frédéric est très grande. Et ça, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que dès 1940, les Allemands vont vouloir récupérer ce qu'ils considèrent comme leur dû. Alors, avant d'en venir au plus dramatique des épisodes de cette étonnante saga, je ne serais pas complet si je ne faisais pas au moins une allusion au cambriolage de 1934, parce qu'il y a eu ça aussi. Cette année-là, dans la nuit du 10 au 11 avril, un casseur a réussi à s'introduire dans la cathédrale et à s'emparer d'un panneau, le panneau qui est tout à fait en bas à gauche, qui s'appelle le panneau des juges intègres, qui représente des cavaliers, très beau panneau du reste. Et le panneau en question disparaît. Alors on se dit, mais de quoi s'agit-il ? Est-ce que ce sont les Allemands qui viendraient se venger secrètement ? Est-ce qu'il s'agirait d'un crime crapuleux ? Oui, puisque d'abord il y a une demande de rançon, et puis 4 mois plus tard, nouvelle demande, et finalement, alors on cherche qui peut bien être le voleur de ce panneau de retable, et l'on découvre que c'était un brave bourgeois, tout à fait au-dessus de tout soupçon, qui sur son lit de mort va faire des révélations et va révéler qu'il était le voleur du tableau. Alors, ça c'était, j'allais dire, une péripétie. À partir de là arrive le pire, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Et pour en parler, eh bien, je vais donner la parole à notre invité. Bonjour Maureen Marozo. Bonjour. On aurait pu croire qu'après toutes ces tribulations, le polyptyque de l'agneau mystique vivrait tranquillement à Gand. Eh bien pas du tout, puisque arrive la Seconde Guerre mondiale et c'est le pire des épisodes qui est encore à venir. C'est le pire car la saisie de l'agneau mystique était au programme pour pouvoir nourrir les collections du Führermuseum que Adolf Hitler avait en tête. Ça devait être l'une des pièces maîtresses, si ce n'est la pièce maîtresse. Évidemment, la Première Guerre mondiale avait été, on va dire, une bonne répétition. Ah oui, puisque tout était déjà parti pour Berlin. Il avait fallu que les Allemands rétrocèdent l'œuvre et ça ne leur avait pas plu. Et rétrocèdent l'œuvre injustement, parce que si vous vous souvenez, ces volets ils avaient été achetés. Et donc il y avait un grand sentiment d'injustice, en fait, d'avoir dû restituer ces volets alors qu'ils avaient été achetés en toute légalité. Enfin, 4 des volets avaient été achetés, c'est ça c'est les panneaux latéraux. Les panneaux, en fait. C'est les panneaux latéraux, il y en a 8 en tout. Donc,
Pour en revenir à 1940, avec l'expérience de la Première Guerre mondiale, on a tôt fait de démonter ce retable et de l'envoyer, on pense, en sécurité au Vatican. Au dernier moment, il est dévié. Il est dévié vers le château de Pau. C'est là l'une des stations désignées par le directeur des musées nationaux, Jacques Jaujard, qui avait organisé tout le transfert des collections nationales. C'est d'ailleurs une magnifique histoire. Il y a eu un beau film, un très gros livre écrit sur cette affaire du transfert des œuvres d'art du musée du Louvre dans un certain nombre de... C'était au château de Valençay, c'était dans un château du Périgord également. Enfin, il y en avait un peu partout en France de ces grandes œuvres. Un petit peu partout dans le centre et dans l'ouest. Les abbayes, les châteaux. Là, c'était le château de Chambord qui était la gare de triage, là où toutes les œuvres étaient rassemblées et ensuite réparties en France. Donc, il y a cet accord qui est passé entre Jacques Jaujard, donc directeur des musées nationaux, entre le maire de Gand et le comte Wolf Metternich, qui, lui, était un officier nazi, mais qui était chargé de la protection du patrimoine. On était d'accord pour mettre à l'abri le polyptyque à Pau. C'était sans compter sur la volonté des Allemands de récupérer l'œuvre. Quand on dit les Allemands, c'est Göring, c'est Hitler c'est Hitler. C'est Hitler lui-même, en fait, là. Vous avez parlé tout à l'heure du vol du panneau des juges intègres. Il y a eu énormément de théories autour de ça. On a pensé que justement c'était une vengeance, que c'était... Enfin, il y a des théories selon lesquelles ce serait Hitler en personne qui aurait commandité ce vol, parce que, fasciné qu'il l'était par les sciences occultes, il aurait pensé que dans ce polyptyque, il y avait la carte. Enfin, on est en plein album de Tintin. Oui, bien sûr. Ou chez Arsène Lupin. Ou chez Arsène Lupin. Mais disons que quand Steven Spielberg, qui est très amateur de Tintin lui-même, fait Indiana Jones avec les nazis qui cherchent le Saint Graal, on est en plein dedans. Donc il pensait pouvoir trouver sur ce polyptyque une carte qui l'amènerait justement vers le Saint Graal, la couronne d'épines, tout l'attirail de la Passion. Donc on revient au château de Pau. C'est le directeur des musées de Dresde qui est chargé de récupérer le retable à Pau. Alors l'employé du château lui dit écoutez, excusez-moi, mais j'ai une convention signée par ces 3 personnes précitées. Nous sommes chargés de sa protection. Il essaye même de joindre Jacques Jaujard au Louvre. Rien à faire. Finalement, le directeur des musées de Dresde réussit à mettre la main grâce à un télégramme signé Pierre Laval, envoyé de Vichy, qui autorise cette saisie. Donc, le polyptyque est ramené jusqu'en Bavière, château de Louis II de Bavière, de Neuschwanstein, qui fait partie de tous ces dépôts vers lesquels ont été dirigées les œuvres d'art pillées à travers l'Europe. C'est une cachette un peu exposé. Certes, le château est situé sur un éperon rocheux, il est à l'abri des invasions, mais il est quand même susceptible de tomber sous les bombes. Donc on cherche quand même des endroits pour mieux cacher ses œuvres. Parmi les militaires qui avaient chargé de trouver une meilleure cachette, ils avaient découvert que dans les mines de sel en Autriche, les mines de sel de Alt-Aussee, il y avait une petite chapelle, la chapelle Sainte-Barbe, où il y avait une icône qui était dans un état de conservation absolument remarquable. Et ils se sont dit, le sel absorbe l'humidité, on est à des centaines de mètres sous terre. A priori, une cachette idéale, en fait. C'est une cachette idéale. Donc on creuse des galeries, on installe des étagères, et tout est transféré là-bas, dont le retable. Et donc ce retable, il sera retrouvé. Alors, racontez-nous. Qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est ça la question. Disons que le retable échappe à une destruction certaine, car en avril 1945, c'est donc la débâcle. Il y a un officier SS qui décide d'appliquer l'ordre Néron, c'est-à-dire bombarder tout ce qui pourrait permettre à l'Allié d'avancer. On bombarde les ponts, les voies ferrées. Il se dit que, au fond, on va aussi bombarder les mines. Le directeur de la mine, pour qui c'est un véritable gagne-pain, n'allait pas se laisser faire. Il obtient l'aide d'un général SS. Il obtient l'aide de membres de la résistance autrichienne. Et ensemble, ils bombardent l'entrée de la mine pour que la mine ne soit pas bombardée de l'intérieur. Et quelques jours plus tard, arrive la fameuse équipe rendue célèbre par George Clooney, les Monuments Men, cette faction d'historiens de l'art, d'architectes américains. On va les retrouver dans un instant, si vous voulez bien. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Pour cette fin de semaine, depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire du tableau le plus volé. Et c'est Maureen Marozzo, votre invitée, qui est historienne de l'art, qui nous raconte l'histoire de ce tableau. Elle est aussi l'auteure d'un Van Gogh au poulailler et autres incroyables aventures de chefs-d'œuvre parus aux éditions Philippe Ray. Alors, on va en finir avec notre agneau mystique de Gand. Le polyptyque a été caché par les nazis dans une mine de sel au nord de l'Autriche. Et dans cette mine de sel, donc, les Américains vont faire une incroyable découverte. Ils vont découvrir des milliers de chefs-d'œuvre, de tableaux, de sculptures, de mobilier, de tapis, d'objets d'art, tout ce que vous voulez. C'est l'espèce de trésor de guerre des nazis, en fait. Exactement, c'est leur butin de guerre. Et ça a donné lieu à un travail considérable, parce qu'ils ont été chargés, en définitive, de la restitution de toutes ces œuvres. Elles ont été transférées dans 2 points de collecte, les collecting points, de Wiesbaden et de Munich. Et il fallait pas les embêter parce que, par exemple, peu après leur découverte, arrivent 25 camions qui ont été mandatés par le directeur des musées royaux des beaux-arts de Belgique pour récupérer le retable, et on les renvoie manu militari, parce que si on les laissait eux se servir, alors tout le monde viendrait. Oui, voilà. Donc tout cela a été fait extrêmement sérieusement, ça a pris des années, et le retable finalement a pu être restitué à Charles de Belgique assez vite, en septembre 1945. Il a été exposé ensuite pendant 1 mois au Musée royal des beaux-arts de Belgique à Bruxelles, et ensuite a regagné la cathédrale. Oui. Alors, qu'est-ce que l'on voit d'authentique dans ce polyptyque de Gand aujourd'hui ? Quels sont, après toutes les péripéties dont nous avons parlé, tout ce que l'on voit, tous les éléments sont bien les éléments d'origine ? Alors non, notamment ce que certains historiens d'art ont appelé comme un mouton empaillé. On parle de l'agneau mystique, mais si vous regardez bien le tableau aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un agneau, mais il s'agit d'un mouton, tout simplement parce qu'en 1822, un feu s'est déclaré dans la cathédrale et le panneau a été déplacé, il est tombé et s'est fendu à cet endroit-là. Un restaurateur peu scrupuleux a repeint par-dessus, et avec le temps, les couches de peinture ont gagné en transparence, et si on regarde bien, ce fameux mouton a 4 oreilles, parce qu'on voit les oreilles de l'agneau en transparence et celle du mouton juste en dessous. Donc c'est un petit peu bizarre, il faut avouer. Donc en fait, on admire un tableau dont l'épicentre est quand même douteux. Tout à fait, c'est exactement c'est ça. un peu, la conclusion ironique de cette très longue aventure. Oui. Dans les mines en question, d'autres grands trésors ont été tout à fait. Récupéré. On peut citer notamment l'astronome. L'astronome de Vermeer. Vermeer, qui fait partie des collections du Louvre, qui avait été volé dans la collection Rothschild, et qui lui aussi a été restitué, et qui est maintenant au Louvre grâce à une dation. Il y avait des Michel-Ange, il y avait des Rubens, des Rembrandt, beaucoup de chefs-d'œuvre dont on ne se rend pas compte aujourd'hui quand on les voit dans les musées, qu'ils ont subi une telle menace. Et c'est passionnant, la vie des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire qu'une fois peint et vendu ou livré au commanditaire, l'œuvre commence une deuxième vie d'une certaine manière. On a souvent tendance à croire que les tableaux, il n'est rien arrivé au tableau. Pas du tout, en fait. Oui, c'est vrai. Quand on les voit dans les musées, ce sont des objets assez calmes, pour ne pas dire silencieux, et ils cachent bien leur jeu. C'est ça qui était intéressant à réaliser dans cet ouvrage, dans cette collection de nouvelles. C'était essayer de suivre un petit peu les péripéties entre la création ou la découverte d'œuvres qui sont aujourd'hui très célèbres, et de vraiment faire leur biographie. Oui, voilà, c'est la biographie des œuvres. Est-ce qu'une œuvre d'art peut être un personnage à part entière, selon vous ? Oh, moi j'adore voir la vie partout, voir l'animation et voir l'âme des choses. Donc oui, j'aurais tendance, mais ça c'est tout à fait personnel. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ? Europe 1 au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Histoire et art aujourd'hui jusqu'à 15h sur Europe 1 pour cette émission consacrée aux tableaux et aux œuvres d'art les plus volées de l'histoire. Votre invité, Franck Ferrand, c'est l'historienne de l'art Maureen Maroso qui est aussi l'auteur d'un Van Gogh au poulailler et autres incroyables aventures de chefs-d'œuvre parus aux éditions Philippe Rey. Je voudrais, si vous êtes d'accord, Maureen Maroso, que nous revenions justement sur ce grand tableau, sur cet astronome de Vermeer, chef-d'œuvre absolu des collections Rothschild, qui a fasciné Hitler, on peut le dire. Il l'a fasciné au point d'être convaincu que Vermeer était un artiste allemand. Alors, il a vraiment voulu s'en convaincre parce qu'un tel artiste aussi doué ne pouvait pas ne pas être allemand. C'est idem pour Rembrandt. Ce dont il ne s'était pas vraiment rendu compte, c'était que dans l'arrière-plan du tableau, on voit un tableau... Vermeer reproduit un tableau de Peter Lely qui s'appelle Moïse sauvé des eaux. Donc ça, il en a fait abstraction. Mais c'est sûr que de voir cet astronome avec ce globe céleste l'inspirait beaucoup dans son idée de la domination du monde. Et une telle maîtrise de la peinture comme Vermeer en a fait sa spécialité, ça ne pouvait pas faire autrement que de toucher Hitler qui, comme on le sait, était un assez mauvais peintre et il aurait aimé être artiste. Il était fasciné par la peinture et l'architecture, mais lui-même n'avait pas donné dans ces deux domaines beaucoup de preuves de son talent. Oui. Comment avez-vous choisi les œuvres dont vous nous racontez la fascinante existence dans ce livre ? Alors, c'était vraiment une sélection qui a été faite par la richesse de leur trajectoire, c'est-à-dire vraiment de l'instant où elles ont été créées, les circonstances même dans lesquelles elles ont été créées, jusqu'à aujourd'hui. Elles n'ont cessé de vivre des choses un peu inhabituelles, on va dire. Je pense par exemple à la Disposition du Christ de Raphaël, qui est une commande d'Atalante Baglioni et pour rendre hommage à son fils assassiné dans les rues de Pérouse. Donc il y a beaucoup de choses qui font que ces œuvres-là ont été choisies en particulier parce qu'elles ont, du début jusqu'à la fin, eu des trajectoires particulières. En quelques mots, mais la Déposition du Christ de Raphaël, par exemple, quelle est sa trajectoire ? Alors, finalement, je dois vous avouer que c'est l'une des celles qui a eu la trajectoire un peu plus calme. La plus linéaire, un peu plus calme. Même s'il y a eu des menaces, en revanche, que vous montrez. Elle a été tout simplement volée par des envoyés du pape qui voulaient... c'est son neveu, Scipion Borghese, qui voulait absolument avoir ce tableau, ce panneau, et l'a fait voler pendant la nuit, et évidemment, protestation. Mais le pape a envoyé un message pour dire que c'est le fait du prince, voilà. On en a besoin pour des raisons personnelles. C'est un tableau que les Français auraient pu rapporter au moment de... Alors, en fait, Camille Borghese, qui a hérité de cette collection-là, avait accepté de vendre sa collection pour 8 millions de francs or. Il avait reçu la moitié du paiement. La collection est partie à Paris. Et entre-temps, la dette n'a pas pu être honorée. Il n'a reçu que la moitié du paiement, que les 4 millions. Donc il a réussi à récupérer la moitié de sa collection qui est revenue à Rome. Et la Déposition du Christ en fait partie. Il y a des tableaux, Stéphane Guégan était venu nous parler de ça il y a quelque temps, des tableaux qui connaissent des succès à éclipse aussi. Vous avez des modes qui changent. Oui. Je pense à l'exécution de Lady Jane Grey de Delaroche, de Paul Delaroche, caricature du tableau romantique et historiciste que l'époque a mis assez vite de côté et qui a été redécouvert. Et dans des circonstances amusantes, vous nous racontez que c'est une inondation en fait. En fait, le tableau a été est très vite parti dans des collections anglaises, passé de main en main. Il a été légué à la Tate Britain, la National Gallery of Art, qui est à l'époque dans le site actuel de la Tate Britain et qui est juste au bord de la Tamise. Donc les réserves sont en sous-sol, exactement un peu comme comme le musée du Louvre et puis le musée d'Orsay aujourd'hui. Et donc il y a une inondation une crue en 1928
Et ça faisait partie effectivement des tableaux qui étaient roulés un peu dans un coin parce qu'il avait été vite décroché. Hein. On l'avait mis dans les galeries en 1902. On ne trouvait pas de très bon goût. Voilà. Et puis en 1920, voilà. Vous connaissez la période aussi bien que moi. On est en pleine avant-garde. C'est vraiment pas le goût du jour. Donc on l'a vite, discrètement mis dans les réserves. Et effectivement, il a été touché par l'inondation. Et c'est en fait, il faut attendre les années 1970, un jeune conservateur qui cherchait un tableau de John Martin qu'on croyait perdu. Et puis, il faut dire, oui, en 1959, on a fait quand même on a vérifié les inventaires, on l'a pas trouvé. Bon, bah voilà, il est perdu. Lady Jane Grey de Delaroche. Tant pis, c'est pas grave, c'est pas une grosse perte. Bref. Et donc, dans les années je crois que c'est 1973, que ce jeune conservateur à la recherche de ce tableau de John Martin a déroulé cette immense panneau, vous voyez, cette immense toile qui était un peu moisie. Il a trouvé son tableau de John Martin, sauf qu'à l'intérieur, il y avait la toile de Delaroche qui, elle, était intacte. Bon, alors de bonne grâce, quelques années plus tard, on l'accroche à la National Gallery comme une curiosité. Les conservateurs, enfin à l'époque, le 19e siècle, c'était le réalisme de Courbet, c'était le néoclassicisme de Jacques-Louis David, c'était les impressionnistes, vraiment tous ces peintres. C'était Delacroix et les impressionnistes, mais, voilà. mais rien d'autre. Rien d'autre. Et là, voilà, on disait, voilà le goût de l'époque, mais bon, nous ne sommes pas fans. Et en fait, le public a mordu à l'hameçon. Et ils ont réagi exactement de la même manière que le public avait réagi lors de sa présentation en 1834. Et c'est devenu un tableau quasiment culte. Exactement, qui fait l'objet qui, en tout cas, rapporte beaucoup d'argent au musée par le biais des cartes postales et des posters. Il y a même des visiteurs qui vont à la Tour de Londres pour aller voir le dernier lieu où Lady Jane Grey s'était fait exécuter. Vraiment, c'est presque devenu l'ironie du sort. En fait, c'est que c'est devenu une peinture anglaise. Voilà, c'est ça. C'est un sujet de l'histoire anglais et peint par un Français, mais qui redevient quasiment un mythe national britannique. Ouais. Beaucoup de sujets. Un mot seulement, parce que là nous sommes en retard sur le Van Gogh au poulailler. Dites-nous de quoi il s'agit quand même. C'est le portrait de Félix Rey. Félix Rey, c'était un jeune interne à l'hôpital où Van Gogh s'est fait soigner lorsqu'il s'est coupé l'oreille. Et pour le remercier, il a peint son portrait qui n'était absolument pas du goût de tout le monde. Et le jeune Félix Rey a ramené ça chez lui, sa famille s'est moquée de lui et on s'en est servi pour bloquer la porte du poulailler. Enfin, il y avait une porte éventrée et c'était pour boucher le trou. Un Van Gogh au poulailler et autres incroyables aventures de chef-d'œuvre de Maureen Marozo. C'est aux éditions Philippe Rey. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Depuis 14h, Franck, vous nous avez raconté l'histoire de ces nombreux tableaux, mais surtout l'histoire de l'agneau mystique de Gand. Il est donc temps d'aller sur place maintenant, direction la Belgique avec Lorena Martin. Nous allons nous rendre devant l'agneau mystique. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. C'est beau Gand déjà. C'est magnifique, oui, c'est l'une des plus riches cités flamandes, voire la plus riche. Elle était du temps des frères Van Eyck et là encore aujourd'hui avec son port toujours en expansion. Et elle est surtout connue pour son centre historique avec ses belles façades décorées à pinacles. Ici, ses quais, ses ponts, une petite ville vraiment pleine de charme. Et puis, donc, vous parliez de cette belle cathédrale Saint-Bavon. Là, bien sûr, où se trouvent de nombreuses œuvres d'art, dont l'agneau mystique dont vous avez parlé. Et le polyptyque est exposé dans l'ancien baptistère où il a été transformé en chambre forte pour des raisons, bien sûr, de sécurité. Oui, là, maintenant, ils n'ont plus envie qu'on les ennuie avec Napoli. C'est une cathédrale élevée à l'emplacement d'une église du Xe siècle et de l'ancienne église romane Saint-Jean du XIIe. Il faut d'ailleurs monter là-haut. Il faut monter, il y a une belle tour et cette tour offre une magnifique vue sur Gand et tous ses environs. Elle n'est ouverte cependant seulement pendant les fêtes de Gand, toujours autour du 21 juillet. Cette année, ce sera du 13 au 22, puisque ces fêtes de Gand, il faut en dire un mot, c'est l'un des plus grands festivals culturels d'Europe. Pendant 10 jours, il y a des parades, des cortèges, des animations pour enfants, du théâtre de rue, des expositions. Et à l'origine, en fait, c'est parce que chaque quartier de Gand avait donc sa propre fête où on buvait bien
sûr beaucoup de bière. Et pour éviter les absentéismes le lundi matin, ils ont décidé au 19e siècle en fait de faire vraiment une fête et de concentrer sur la même date. On a pris toutes les fêtes de quartier, on a dit ça aura lieu le même jour. Exactement, pendant la même période, pendant une dizaine de jours. Et c'est ainsi l'origine de ces magnifiques fêtes. Ne quittez jamais Gand sans aller visiter le fascinant musée des Beaux-Arts. Musée des Beaux-Arts, qui est l'un des plus anciens musées de Belgique, qui se situe en bordure du parc de la Citadelle. Là encore, on peut voir bien sûr les restaurations de l'œuvre de Van Eyck, qui depuis octobre 2012 est en restauration. Les volets extérieurs sont retournés donc à la cathédrale, mais il y a encore les panneaux du bas qui sont en train d'être restaurés. Les restaurations durent jusqu'en décembre 2019. Il y a des visites guidées, on peut rencontrer les restaurateurs, donc c'est assez intéressant. Et puis bien sûr, il y a les œuvres de Jérôme Bosch, Roger van der Weyden. Exactement, Corot, Courbet, Daubigny et le fameux aussi portrait d'un kleptomane de Géricault. Comme on est là vraiment dans le cœur des Flandres, beaucoup de Bruegel, de Pourbus, de Rubens, de Jordaens, etc. Ouais. Donc c'est vraiment une incroyable collection. Une mine d'or, oui, vraiment. Dans ce musée des Beaux-Arts de Gand. Merci beaucoup Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et pour terminer cette semaine, le coup de cœur du vendredi. Aujourd'hui, il est signé du directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace que vous connaissez très bien sur Europe 1. C'est Alain Siroux. Bonjour Alain. Bonjour Franck, bonjour à tous. Est-ce que vous allez nous parler, alors je sais pas moi, de dimensions intersidérales, de planètes, de comètes de vie terrestre. Ah bon, pardon. Mais oui, je vais vous parler, le coup de cœur pour moi, c'est un livre. C'est un livre sur lequel je suis tombé, je dirais presque par accident, parce qu'il était aussi signé par un astrophysicien. Ah, vous voyez, quand même. Et par Louis Schweitzer. Vous connaissez Louis Schweitzer, il a été patron de Renault, etc. Mais il est aussi président de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Et il co-signe avec cet astrophysicien qui s'appelle Aurélien Barraud un livre intitulé « L'animal est-il un homme comme les autres ?» Et cette question m'a beaucoup intéressé parce que je sais qu'on vit une révolution. Et cette révolution, on la vit tous les jours parce que on a, je dirais, une gêne. La première gêne, c'est qu'on constate vraiment que il y a une crise de la diversité et de la biodiversité. Alors là, oui, ça, on en parle énormément. Hein. Un effondrement colossal d'ensemble des espèces. Oui, voilà. Qu'elles volent, qu'elles marchent, qu'elles rampent, qu'elles nagent. Aujourd'hui, on est en train de tout voir disparaître et c'est absolument épouvantable. C'est une première chose. La seconde chose, c'est que la science nous dit aujourd'hui que finalement les animaux, ils sont peut-être peu différents de l'homme. Ils pensent, ils apprennent, ils transmettent. Ils ressentent. Ils ont des émotions, sont des êtres sensibles, ils sont conscients. Et donc ça, c'est vraiment une révolution philosophique et éthique de savoir finalement quel est le propre de l'homme. Alors si le propre de l'homme, c'est de faire de la musique, de la science, de regarder le ciel, certes, mais je dirais que c'était pas ça il y a à peine un siècle où on avait mis de côté les animaux comme étant des machines ou en tout cas des robots et les êtres humains pensants comme étant le summum de la création divine. Donc là, on a quelque chose qui une vraie révolution. Et la troisième chose, je dirais que c'est la situation dans laquelle nous sommes, nous, par rapport à nos animaux domestiques et aux animaux qu'on mange. On adore son chien, on le bisouille, on le caresse, mais on ne peut pas imaginer une seule seconde le manger, ça va pas. Par contre, on mange de l'agneau, du veau, etc., etc. C'est gentil, les petits veaux. Et là, on ne veut pas savoir d'où ça vient. Sauf que très clairement, aujourd'hui, on ne supporte plus du tout les images qui nous arrivent des associations Cacher qui nous montrent ce sein que je ne saurais voir. Exactement. Et donc la question finalement débattue dans ce livre, c'est très simple. Louis Schweitzer dit soyons clairs, je mange de la viande. Aurélien Barraud répond soyons clairs, je vous en veux pas. Mais Louis Schweitzer lui répond je mange de la viande, mais je sais pas le justifier éthiquement. Et c'est cette discussion-là qui est finalement comment est-ce que on en est arrivé là et aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir les animaux autrement et se poser la question de leurs droits vous savez que la loi française a changé en fonction de ça. Oui, il y a une jurisprudence qui évolue. Exactement, depuis 2015, en fait, la loi n'est plus la même. Les animaux sont plus des biens meubles, mais ce sont des êtres vivants, doués de sensibilité. Eh bien, est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut faire mieux? Et en quoi ça nous parle de nous et de la vie dans l'univers? Merci beaucoup. Il est aussi passionnant lorsqu'il nous parle d'éthique que lorsqu'il évoque les planètes. Merci beaucoup, Alain Simon. Merci. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.